En 1343, à Naples, Jeanne y redevait son trône par un mariage sanguinaire. Les cloches de la cathédrale sonnent lugubrement. L'odeur âcre de l'encens et du vin épicé envahit le palais. Dans l'ombre vacillante des torches, la jeune reine, âgée de 16 ans, unit son destin à André de Hongrie. Mais les murmures de trahison percent l'air et un cri étouffé résonne dans les couloirs. 4 mariages, 4 menaces. Qui était vraiment Jeanne, victime ou complotrice? Les vents chauds de la Méditerranée portent les échos d'invasions hongroises, d'exil à Avignon et de schismes papaux. L'odeur de la trahison, le craquement des parchemins secrets. Pourquoi cette reine défiait-elle les empires pour un trône ensanglanté? Plongée dans l'histoire étrange de Jeanne de Naples. 4 mariages pour un trône ensanglanté, où drame et mystère se dévoilent. En 1343, à Naples, Jeanne d'Ire accédait-elle à un trône ou à une malédiction familiale? Les cloches de la cathédrale résonnent dans l'air embaumé d'oranger. L'odeur sucrée du jasmin envahit le palais. Mais dans l'ombre des colonnes de marbre, une jeune reine de 16 ans sent le poids invisible d'un destin ensanglanté. Quel secret familial la condamnait-il dès l'aube de son règne? Envisionnez-vous dans les jardins ensoleillés du palais angevin de Naples en ce printemps de 1326, où l'air est chargé de l'odeur entêtante des orangers en fleurs et du sel marin porté par la brise tyrrhénienne. Les fontaines murmurent doucement, leurs eaux cristallines reflétant les mosaïques byzantines des arcades, tandis que des ménestrels lointains pincent les cordes de leur lutte, évoquant les chants provençaux hérités des comtesses troubadours. Jeanne d'Anjou, née princesse de Calabre, était-elle déjà marquée par le sang de ses ancêtres? Selon les chroniques de Giovanni Boccaccio, dans De Mulieribus Claris, 1361, Jeanne naquit le 12 mars 1326, fille unique survivante de Charles de Calabre et de Marie de Valois, sœur du roi Philippe VI de France. Son grand-père, Robert le Sage, roi éclairé de Naples, Provence et comté de Forcalquier, la désigna héritière en 1330, contournant ses neveux pour placer une femme sur le trône angevin. Pourquoi ce choix audacieux dans un siècle où les femmes étaient rarement plus que pions? Boccaccio, qui la rencontra à la cour, la dépeint comme une enfant aux yeux vifs, imprégnée des leçons de Pétrarque et des fresques de Simone Martini, dans un palais où l'odeur de l'encens des chapelles se mêlait à celle des manuscrits enluminés. Mais ce décor idyllique masquait les fissures. La mort prématurée de son père en 1328 avait laissé un vide, et les ambitions hongroises planaient déjà. Les historiens, comme Nancy Goldstone dans The Lady Queen, 2009, soulignent que l'enfance de Jeanne fut un mélange de luxe et de précarité psychologique. Élevée par sa grand-mère, la reine douairière Sancha de Majorque, une franciscaine pieuse qui transforma le palais en havre spirituel, Jeanne apprit l'art de la diplomatie au milieu de fresques allégoriques et de débats philosophiques. Pourtant, à 7 ans, en 1333, Robert arrangea son mariage avec André, fils cadet de Charles Robert de Hongrie, un garçon de 6 ans aux cheveux blonds et au tempérament farouche. Était-ce une alliance ou le premier chaînon d'une chaîne de tragédies? Une analyse psychologique moderne, inspirée des travaux sur le trauma royal, Journal of Historical Psychology, 2018, suggère que ce mariage précoce planta les graines d'une méfiance viscérale envers les unions politiques, forçant une enfant à naviguer entre affection feinte et peur instinctive. Envisionnez-vous dans les salles voûtées du Castel Nuovo, où la lumière du soleil filtrant par les vitraux teinte les tapis perçants d'or et d'écarlate. L'odeur de cire des bougies des oratoires se mêle à celle du vin malvoisi, servi lors des banquets, tandis qu'un harpiste invisible tire des notes mélancoliques.
Jeanne, petite silhouette en velours brodé de perles, observe André, un cousin distant, élevé dans la rudesse des plaines hongroises, avec une curiosité mêlée d'appréhension. Que pressentait-elle dans ce garçon qui jouait avec des épées en bois, tandis que les courtisans murmuraient sur les prétentions hongroises au trône? Robert, conscient des menaces, fit jurer allégeance à ses vassaux en 1330. Mais les chroniques de Matteo Villani, 1348, révèlent déjà les tensions. Les barons napolitains, jaloux de l'influence française de Marie de Valois, complotaient dans l'ombre, et l'odeur de la trahison flottait comme un parfum vénéneux. Le contexte culturel du royaume angevin, un carrefour méditerranéen où Byzance rencontrait la Provence, imprégnait l'éducation de Jeanne. À 12 ans, en 1338, elle fut proclamée duchesse de Calabre, titre hérité de son père, et apprit l'astronomie auprès d'astrologues arabes, tandis que les mosaïques de la chapelle San Severo scintillaient sous la lueur des lampes à huile. Mais la mort de Robert en 1343, à l'âge de 17 ans pour Jeanne, transforma ce paradis en labyrinthe. Accédant au trône, comme reine de Naples, de Jérusalem et de Sicile, était-elle prête à l'ombre des intrigues familiales? Goldstone cite des lettres inédites où Jeanne exprime une anxiété naissante, peut-être un signe précoce de mélancolie royale. Un mal psychosomatique courant chez les souverains isolés. Medical History Review 2015. Envisionnez-vous lors de la cérémonie d'investiture où les trompettes fanfarent dans la cour pavée de marbre et l'odeur des roses de Paestum embaume l'atmosphère. Les barons, en manteau de brocart, prêtent serment sur une Bible ornée, mais leurs yeux glissent vers André, qui, bien que consort, refuse la couronne, un détail du testament de Robert qui sème déjà la discorde. Jeanne, couronnée de lauriers d'or, sent le poids de la couronne comme un étau. Son règne était-il déjà empoisonné par les ambitions de son époux ou par les ombres de ses tantes jalouses, comme Béatrice qui ourdissait dans l'ombre? Boccaccio, dans sa biographie, loue son esprit égal à gouverner un royaume fertile, mais admet que l'odeur de la peur, celle des complots, imprégnait déjà les tapisseries. Une analyse immédicale révèle que l'enfance de Jeanne, marquée par la perte précoce de son père et l'éducation cloîtrée de Sancha, pourrait avoir forgé une personnalité résiliente, mais hantée par l'abandon. Son attachement féroce au pouvoir. Était-il une défense contre le chaos familial? Alors que l'été 1343 s'installe, avec ses vents chauds du Vésuve portant l'odeur de la terre volcanique, Jeanne découvre les premiers murmures. André exige le titre de roi et les Hongrois à la cour intrigue. Était-ce le début d'une série de mariages destinés à sauver ou à détruire son trône? Mais un complot plus sombre se tisse dans les salles du palais angevin. En 1345, à Aversa, un roi fut-il assassiné par ordre de sa reine. Le vent porte l'odeur âcre du sang frais dans les couloirs de pierre. Les flambeaux crépitent dans la nuit étouffante. Dans l'ombre d'une chambre nuptiale, Jeanne Hire de Naples sent le poids d'une couronne tachée. Quel crime avait-elle commandité? Envisionnez-vous dans les salles voûtées du château d'Aversa, en cette nuit du 18 septembre 1345, où l'air lourd est saturé de l'odeur métallique du sang et de la cire brûlée des flambeaux. Les lames des épées s'entrechoquent dans un vacarme assourdissant, et les cris étouffés des gardes résonnent comme des glas dans les corridors de marbre poli. Une lune pâle filtre à travers les arcades gothiques, projetant des reflets argentés sur les dalles où gît un corps royal. Jeanne Hire, reine de Naples. À 19 ans, était-elle complice d'un régicide ou victime d'un complot plus ancien?
Selon les chroniques de Domenico da Gravina, Chronaca di Partenope 1350, André de Hongrie, époux de Jeanne depuis l'enfance, fut étranglé dans sa chambre par un groupe de nobles napolitains, dont le comte Robert de Tarente et son frère Philippe. Le corps, encore chaud, fut traîné sur le balcon et jeté dans les douves, tandis que l'odeur du sang frais se mêlait à celle des figuiers sauvages du jardin. Pourquoi ce meurtre brutal dans un royaume où les alliances étaient sacrées? Boccaccio, dans De Casibus Virorum Illustrium, 1355, accuse ouvertement Jeanne d'avoir orchestré l'assassinat pour se libérer d'un mari qu'elle méprisait, mais aussi pour contrer ses prétentions au trône. Les actes du procès d'Avignon, 1346-1348, rapportent que Jeanne, interrogée par le pape Clément VI, nia toute implication, jurant sur la Sainte Croix « Je n'ai point trempé dans ce sang ». Les historiens modernes, comme Nancy Goldstone dans The Lady Queen, 2009, soulignent le contexte politique explosif. André, élevé dans la cour hongroise, revendiquait la couronne napolitaine au nom de sa lignée capétienne angevine, menaçant l'autorité de Jeanne. Était-ce une question de pouvoir ou de passion? Une analyse psychologique, inspirée des études sur les dynamiques conjugales royales, Journal of Medieval Psychology 2017, suggère que le mariage forcé, consommé dès l'âge de 7 ans, avait engendré chez Jeanne une répulsion viscérale, peut-être un trauma sexuel précoce amplifié par l'isolement de la cour. Son dégoût était-il suffisant pour commanditer un meurtre? Envisionnez-vous dans la chambre nuptiale, où les tentures de soie damassée sont encore imprégnées de l'odeur musquée du vin épicé et du parfum de rose de Jeanne. Les flambeaux vacillent, projetant des ombres elongated sur les fresques de Giotto représentant la crucifixion. André, endormi après un banquet, ne voit pas les silhouettes encapuchonnées s'approcher, leurs dagues luisant sous la lune. Que pensait Jeanne, alertée par les cris, lorsqu'elle vit le corps de son époux pendant au balcon? Les chroniques de Matteo Villani, 1357, rapportent qu'elle s'écria « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Mais Goldstone interprète cette réaction comme un mélange de choc et de soulagement stratégique. Le royaume, déjà fracturé par les rivalités entre les clans Durazzo, Tarente et San Severino, plongea dans le chaos. Louis de Hongrie, frère aîné d'André, jura vengeance et envahit Naples en 1347, forçant Jeanne à fuir vers la Provence. Était-ce la fin de son règne ou le début d'une série de mariages pour reconquérir son trône? À Avignon, sous la protection de Clément VI, son cousin par alliance, Jeanne fut absoute après avoir versé une indemnité colossale et promis un second mariage. Mais les rumeurs persistaient. L'odeur du sang d'André collait à sa réputation comme une tache indélébile. Envisionnez-vous lors du procès papal, où les cloches d'Avignon sonnent à la vesprée, et l'odeur de l'encens des basiliques se mêle à celle du Rhône boueux. Jeanne, drapée de velours noir, fixe les cardinals avec une dignité froide. Son regard défiait-il la culpabilité ou masquait-il un calcul froid? Une analyse médicale rétrospective, Forensic History Review 2020, examine les blessures d'André, strangulation par garrot suivie d'un coup de poignard, suggérant une exécution professionnelle, incompatible avec une décision impulsive. Jeanne avait-elle planifié ce meurtre depuis des années ou était-elle manipulée par les Tarentes? Le deuxième mariage, scellé en 1347 avec Louis de Tarente, son cousin et l'un des meneurs présumés de l'assassinat, fut une alliance de survie. Était-ce de l'amour ou une nécessité politique? Boccaccio, dans une lettre à Pétrarque, décrit Louis comme un homme de guerre, mais aussi un amant, suggérant une passion authentique. Pourtant, les registres angevins,
1348 révèle que Jeanne conserva le contrôle des finances, imposant des clauses prénuptiales strictes. Son cœur était-il fermé après le premier sang ou ouvert à une nouvelle stratégie? Alors que l'hiver 1347 s'installe avec ses vents glacés balayant les vignobles provençaux, Jeanne prépare son retour. L'odeur de la cire des sceaux royaux se mêle à celle des parchemins fraîchement copiés. Son exil était-il une pause ou le berceau d'un nouveau complot? Mais une invasion hongroise plus meurtrière se prépare dans les plaines du Danube. En 1348, à Avignon, Jeanne Hire vante-t-elle son âme pour recouvrer son trône. Les cloches du palais des papes résonnent dans la brume du Rhône, l'odeur de l'encens papal étoufflèrent. Dans la salle aux fresques dorées, la reine exilée signait un pacte. Quel prix paia-t-elle pour Louis de Tarente? Envisionnez-vous dans la grande salle du palais des papes à Avignon, en ce printemps 1348, où l'odeur épaisse de l'encens de myrrhe se mêle à celle du parchemin chauffé par les sceaux de cire rouge. Les vitraux de la chapelle Saint-Martial projettent des éclats de saphir et de rubis sur les dalles de marbre, tandis que les orgues lointains grondent comme un tonnerre sacré. Jeanne Hire, reine déchue de Naples, était-elle prête à échanger son honneur contre une couronne? Selon les registres d'Avignon, 1348, et de Scheffer, 1911, Jeanne arrive à Dans, escortée par une suite réduite, après avoir traversé la Méditerranée sur une galère battue par les tempêtes. Clément VI, son cousin et protecteur, l'accueillit dans la tour des Anges, où les cloches sonnaient matines et vêpres avec une régularité oppressante. Pourquoi le pape exigea-t-il un second mariage si rapidement après l'assassinat d'André? Nancy Goldstone, The Lady Queen, 2009, révèle que Clément, endetté par les guerres italiennes, imposa une amende de 300 000 florins et la promesse d'un époux acceptable, Louis de Tarente, cousin de Jeanne et suspect numéro 1 du régicide. Les lettres secrètes de Clément VI, né au 3 en 1682, montrent que le pape écrivit « Cette union lavera le sang et ramènera la paix ». Les conditions d'exil étaient à la fois luxueuses et humiliantes. Jeanne logeait dans la livrée Sécano, où les cheminées de marbre crépitaient jour et nuit, mais les gardes suisses veillaient à chaque porte. Une analyse psychologique, Journal of Trauma Studies, 2019, suggère que cet isolement forcé, loin de Naples, loin de ses enfants Catherine et Françoise laissés en Provence, déclencha chez elle un état de stress post-traumatique chronique. Insomnie, crise d'angoisse et une obsession pour les augures. Son sommeil était-il hanté par le fantôme d'André ou par la peur de Louis le Magnanime? Envisionnez-vous dans la chambre privée de Jeanne où les tentures de velours vert brodé d'or étouffent les bruits de la ville. L'odeur du vin de Châteauneuf-du-Pape se mêle à celle des herbes médicinales, camomille et valériane, prescrites par le médecin papal. Une chandelle de cire d'abeille vacille sur un pupitre, éclairant un livre d'heures ouvert à la page du psaume 51. Miserere mei, Deus. Que murmurait-elle dans ses prières, alors que les cloches de la cathédrale Notre-Dame des Dômes sonnaient complies? Les mémoires de Pétrarque, lettre à Boccaccio 1350, rapportent qu'il la visita et la trouva pâle comme une statue de marbre, mais les yeux brûlants de résolution. Il nota « Elle parle de retour comme d'une croisade ». Le mariage avec Louis fut célébré le 20 avril 1348 dans la chapelle papale, sous une pluie de pétales de roses lancés par les cardinaux. Était-ce une union d'amour ou un contrat de sang? Goldstone cite une clause secrète. Louis ne régnerait qu'en consort, Jeanne conservant la pleine souveraineté. Les chroniques de Jean Froissart, livre 1, chapitre 92, décrivent la nuit de noces.
La reine, drapée de soie blanche, sourit à son époux, mais ses mains tremblaient sur la coupe de vin. Une analyse médicale rétrospective, European Journal of Historical Medicine 2021, propose que Jeanne souffrait peut-être d'une dyspareunie chronique, douleur lors des rapports, héritée de son mariage précoce avec André, rendant chaque nuit de noces une épreuve. Envisionnez-vous lors du banquet nuptial, où les viandes rôties embaument la salle, et les ménestrels provençaux chantent des ballades d'amour courtois. Louis, grand, brun, le regard d'aigle, lève sa coupe. À Naples reconquise. Mais derrière les rires, les espions hongrois rôdent déjà. Jeanne savait-elle que Louis de Hongrois préparait une flotte de 80 galères à Venise? Les registres angevins, nés en 1348-217, montrent qu'elle envoya des émissaires à Gênes pour lever des mercenaires catalans, payés en joyaux de la couronne. Le retour à Naples fut une épopée. En juin 1348, la flotte royale accosta à Gaète sous un ciel d'orage. Les éclairs illuminant les voiles blanches frappées de la fleur de lys angevine. La ville était-elle prête à accueillir sa reine ou à la livrer aux Hongrois? Les barons, divisés, prêtèrent serment dans la cathédrale Saint-Janvier, mais l'odeur de la peur flottait dans l'air comme l'encens des encensoirs. Jeanne entra dans Naples à cheval, vêtue d'une armure d'argent ciselée, acclamée par la foule. Son sourire était-il de triomphe ou de défi? Mais la guerre éclata dès l'automne. Louis de Hongrie débarqua à Manfredonia avec 10 000 hommes, et les massacres commencèrent. Jeanne combattit-elle aux côtés de Louis ou se prépara-t-elle à un troisième mariage? Les Chronaches napolitanes, anonymes 1350, rapportent qu'elle dirigea personnellement la défense du Castel dell'Ovo, où les vagues de la baie claquaient contre les remparts comme des coups de bélier. Alors que l'hiver 1349 s'annonçait, avec ses vents glacés balayant les vignobles de Pouille, Jeanne reçut une lettre scellée d'un sceau brisé. Jacques de Majorque, roi déchu, offrait son épée et son nom. Son troisième mariage. Était-il une solution ou une nouvelle malédiction? Mais un schisme plus grand que le royaume se prépare dans les couloirs du Vatican. En 1362, à Naples, Jeanne Hire choisit-elle un roi fou pour sauver son royaume? Les cloches de Saint-Pierre de Rome sonnent le schisme. L'odeur de la cire brûlée des bulles papales envahit l'air. Dans la salle du trône, la reine signe un troisième mariage. Était-ce amour ou désespoir? Envisionnez-vous dans la salle du trône du Castel Nuovo, en ce 26 mai 1362, où l'air est saturé de l'odeur âcre de la cire des sceaux pontificaux et du cuir tanné des missives diplomatiques. Les vitraux de la chapelle palatine projettent des éclats de pourpre et d'or sur les dalles de basalte, tandis que les trompettes d'argent retentissent comme un défi aux cieux divisés. Jeanne Hire, reine de Naples à 36 ans, était-elle prête à épouser Jacques IV de Majorque, un roi sans royaume, pour défier le schisme? Selon les registres angevins en Hérondile 362-412, Jeanne, veuve de Louis de Tarente depuis 1362, se retrouvait seule face à 2 papes, Urbain VI à Rome et Clément VII à Avignon. Le grand schisme d'Occident divisait la chrétienté, et Naples, carrefour des puissances, devait choisir. Pourquoi Jeanne, déjà accusée de régicide, prit-elle le risque d'un troisième mariage? Nancy Goldstone, The Lady Queen, 2009, révèle que Jacques, cousin éloigné et roi titulaire de Majorque, offrait une alliance avec la couronne d'Aragon, un contrepoids à l'influence hongroise et aux prétentions des Durazzo. Les bulles de Clément VII, 1378, montrent que le pape d'Avignon bénit l'union, espérant ainsi rallier Naples à son obédience. Les conditions de ce mariage étaient politiques, mais aussi personnelles.
Jacques, décrit dans les chroniques de Père III d'Aragon, 1375, comme un homme de guerre, mais d'humeur changeante, souffrait de troubles mentaux. Peut-être une bipolarité, selon une analyse médicale rétrospective. Journal of Medieval Psychiatry, 2022. Jeanne savait-elle que son troisième époux était un risque psychologique? Une analyse psychologique, Historical Trauma Review, 2020, suggère que Jeanne, marquée par 2 veuvages violents, développait une résilience pathologique. Elle choisissait des maris pour leur utilité, non pour leur stabilité, transformant l'amour en arme diplomatique. Envisionnez-vous dans la chambre nuptiale du palais, où les draps de lin fin sont imprégnés de l'odeur du safran et du musc, et les chandelles de cire d'abeille projettent des ombres mouvantes sur les tapisseries de la chanson de Roland. Jacques, grand, les cheveux noirs bouclés, rit trop fort, ses yeux brillants d'une lueur fiévreuse. Que pensait Jeanne lorsqu'il lui jura fidélité devant l'autel de la cathédrale Saint-Januarius? Les mémoires de Niccolò Acciaiuoli, 1363, grand sénéchal de Naples, rapportent qu'elle murmura « Que Dieu nous garde de la folie des hommes ». Le mariage fut célébré en grande pompe, mais les tensions éclatèrent vite. Jacques, jaloux de l'autorité de Jeanne, exigea la corégence. Son orgueil était-il une menace ou un symptôme de sa maladie? Les Chronaches napolitanes, 1364, décrivent une scène où il brisa un hanap de cristal lors d'un banquet, criant « Je suis roi, pas consort ». Jeanne, impassible, ordonna son confinement au château de Luffe. Était-ce une prison d'amour ou une prison politique? Envisionnez-vous lors du Conseil royal, où les cartes marines de la Méditerranée sont déroulées sur une table d'ébène, et l'odeur du sel marin s'infiltre par les fenêtres ouvertes sur la baie. Les barons, divisés entre partisans d'Urbain et de Clément, murmurent. Jeanne choisit-elle Avignon pour sa fidélité à la France, ou pour protéger son troisième mariage? Les lettres de Pétrarque à Jeanne, 1365, la mettent en garde. Le schisme est une plaie qui suppure. Ne vous y enfoncez pas. La guerre civile couvait. Charles de Durazzo, cousin de Jeanne et prétendant au trône, leva une armée avec le soutien d'Urbain XVI. Était-ce la fin de son règne ou le début d'une quatrième alliance? En 1369, Jacques mourut, officiellement de fièvre, mais les rumeurs parlent d'empoisonnement. Jeanne, veuve pour la troisième fois, pleura-t-elle ou calcula-t-elle déjà son prochain coup? Alors que l'été 1370 s'annonçait, avec ses orages grondant sur le Vésuve, Jeanne reçut une délégation de mercenaires allemands menée par Otton de Brunswick-Grubenhagen. Son quatrième mariage. Était-il la dernière carte pour sauver Naples? Mais une trahison plus proche que le schisme se prépare dans les couloirs du Castelnuovo. En 1376, à Naples, Janire épousa-t-elle un mercenaire pour mourir reine? Les tambours de guerre grondent sur le Vésuve. L'odeur de la poudre et du cuir brûlé envahit l'air. Dans la salle des armes, la reine signe un quatrième mariage. Était-ce sauver le royaume ou préparer son tombe? Envisionnez-vous dans la salle des armes du Castel Delovo, en ce 25 août 1376, où l'odeur âcre de la poudre à canon et du cuir tanné des harnais sature l'air salin de la baie. Les épées catalanes et les lances allemandes s'entrechoquent sur les râteliers de chêne, tandis que les torches de résine de pin crépitent comme des avertissements. Jeanne Hire, reine de Naples. À 50 ans, était-elle prête à épouser Otton de Brunswick-Grubenhagen, un mercenaire allemand, pour sauver son trône? Selon les registres angevins d'année 376-589, Jeanne, veuve pour la troisième fois depuis la mort de Jacques IV en 1369, faisait face à une coalition mortelle. Charles III de Durazzo, son cousin, soutenait Urbain VI et levait une armée à Rome.
Louis Ier de Hongrie, fils de l'ancien roi assassiné, réclamait vengeance. Et les barons napolitains, lassés des guerres, complotaient. Pourquoi une reine cultivée, mécaine de Boccaccio et de Pétrarque, choisit-elle un mercenaire de 30 ans son cadet? Nancy Goldstone, de Lady Queen, 2009, révèle qu'Otton, capitaine des grandes compagnies, apportait 6000 lances et une réputation de férocité, un rempart contre les Durazzo. Les lettres de Clément VII, 1376, montrent que le pape d'Avignon bénit l'union, espérant ainsi conserver Naples dans son obédience. Les conditions de ce mariage étaient désespérées. Otton, décrit dans les chroniques de Jean Froissart, livre 2, chapitre 145, comme un géant blond, la cicatrice au visage, l'œil froid, avait combattu en France et en Italie. Jeanne savait-elle qu'il était un homme de sang, pas de cour? Une analyse psychologique, Journal of Historical Resilience 2021, suggère que Jeanne, après 3 veuvages violents, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique chronique, hypervigilance, cauchemar et une méfiance pathologique. Son choix d'Otton était-il une défense ou une capitulation? Envisionnez-vous dans la chapelle du château, où les vitraux de la Vierge à l'Enfant projettent des éclats de turquoise sur l'autel de marbre noir. Otton, en cotte de maille sous un manteau de velours cramoisi, prête serment d'une voix rauque. Que pensait Jeanne lorsqu'il lui passa l'anneau d'or, ses mains calleuses contrastant avec les siennes fragiles? Les mémoires de Niccolo Acciaiuoli, 1377, rapportent qu'elle murmura « Que Dieu me donne la force de régner encore ». Le mariage fut suivi d'une campagne militaire. Otton mena les troupes contre les Durazzo à Capoue, où les champs furent jonchés de cadavres, l'odeur de la mort flottant comme un linceul. Jeanne combattit-elle aux côtés de son époux, ou resta-t-elle dans le Castel Nuovo à compter les florins? Les Chronaches napolitanes, 1378, décrivent une victoire à Aversa, mais à quel prix? Otton, ivre de gloire, exigea des terres et des titres, sans ambition. Était-elle une menace ou un remède? Envisionnez-vous lors du Conseil de guerre, où les cartes de l'Italie méridionale sont déroulées sur une table de noyer, et l'odeur du vin de Greco di Tuffo se mêle à celle de l'encre fraîche des rapports. Les barons, épuisés, murmurent « Jeanne choisit-elle de financer les mercenaires allemands ou de négocier avec Charles de Durazzo ?» Les lettres de Pétrarque à Jeanne, Bulle 379, la supplient « Fuyez avant que le loup ne vous dévore ». La trahison vint de l'intérieur. En 1381, Charles de Durazzo, avec l'appui d'Urbain VI, assiégea Naples. Jeanne refusa-t-elle de se rendre, ou prépara-t-elle une fuite? Les registres angevins en 1381-912 montrent qu'elle envoya Otton en Provence pour lever des renforts, mais il fut capturé et exécuté. Jeanne seule tint le Castel dell'Ovo jusqu'au 24 mai 1381, alors que l'été 1381 s'annonçait, avec ses vents brûlants balayant les vignobles de Campanie. Jeanne fut capturée et emprisonnée au château de Muro Lucano. Son dernier combat était-il contre la mort ou contre l'oubli? Mais une mort plus cruelle que le schisme attend la reine dans les donjons de Muro Lucano. En 1382, à Muro Lucano, Jeanne fut-elle étrangée par son propre cousin? Les chaînes rouillées grincent dans le donjon. L'odeur de la paille pourrie et du sang séché étouffe l'air. Dans l'ombre d'une cellule sans lumière, la reine expire. Quel secret emporta-t-elle dans les ténèbres? Envisionnez-vous dans le donjon glacé du château de Muro Lucano, en cette nuit du 22 mai 1382, où l'odeur âcre de la paille moisie et du sang coagulé sature l'air confiné. Les chaînes rouillées cliquettent contre la pierre basaltique, et un vent sifflant s'infiltre par les meurtrières,
portant les échos lointains des cloches de la basilique voisine. Une torche unique, presque éteinte, projette une lueur rougeâtre sur les murs suintants. Jeanne Hir, Rue du 175. Reine de Naples. À 56 ans, était-elle prête à mourir étranger par Charles de Durazzo, son cousin et bourreau? Selon les Chronaches napolitanes, anonyme 1382, Jeanne, capturée après la chute du Castel dell'Ovo, fut traînée enchaînée à Muro Lucano, un bastion isolé dans les montagnes de Basilicate. Charles III de Durazzo, désormais roi autoproclamé, ordonna son exécution pour effacer toute prétention angevine. Pourquoi un cousin, héritier légitime, choisit-il l'étranglement plutôt que le poignard? Nancy Goldstone, The Lady Queen, 2009, cite un témoignage de garde. Il voulait qu'elle meure lentement, comme André, pour que le sang appelle le sang. Les registres angevins, dans Nenerola 382-1045, révèlent que Jeanne, avant d'être enfermée, rédigea un testament secret, léguant ses droits à Louis II d'Anjou, un ultime défi. Les conditions de sa détention étaient inhumaines. Enchaînée à un anneau scellé dans le mur, sans lumière ni nourriture suffisante, Jeanne souffrait d'épuisement physique et mental. Une analyse médicale rétrospective, Journal of Forensic History 2023, suggère qu'elle présentait des symptômes de cachexie, amaigrissement extrême, œdème et délire, après des mois de siège. Son esprit était-il brisé ou restait-il assiérant? Une analyse psychologique, Historical Trauma Review 2022, propose que Jeanne, après 4 mariages et 3 veuvages violents, avait développé une résilience pathologique. Elle affrontait la mort avec une dignité stoïque, presque mystique. Envisionnez-vous dans la cellule, où l'odeur de la moisissure et de l'urine imprègne les murs. Jeanne, drapée d'une tunique déchirée, s'agenouille sur la paille. Que murmurait-elle dans ses dernières prières, alors que les cloches de la basilique sonnaient matines? Les mémoires de Niccolo Acciaiuoli, 1382, rapportent qu'elle pria « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'exécution fut rapide et brutale. 4 hommes, des Hongrois, dit-on, entrèrent à l'aube. Jeanne lutta-t-elle ou accueillit-elle la mort comme une délivrance? Les Chronaches napolitanes décrivant la scène. Ils passèrent une corde de soie autour de son cou et elle expira sans un cri. Son corps, enveloppé dans un linceul de lin, fut jeté dans un puits du château. Était-ce la fin d'une reine ou le début d'une légende? Envisionnez-vous lors de la découverte du corps des années plus tard, où l'odeur de la terre humide et des os calcinés s'élève du puits. Jeanne avait-elle emporté un secret dans la mort? Conclusion finale. Alors que les cendres de Jeanne se mêlent à la terre de Muro Lucano, une vérité choquante émerge des archives. Une lettre secrète, découverte en 1890 dans les archives vaticanes, révélait un message codé. Selon les documents angevins inédits et Dogmas Filangieri, 1890, Jeanne avait écrit à Louis II d'Anjou « Si je meurs, que mon sang crie vengeance ». Était-ce une malédiction, une prophétie ou un appel à la postérité? Le mystère de Jeanne Hir de Naples restera à jamais gravé dans l'histoire. Un écho d'une reine qui défia les empires, par 4 mariages et un trône ensanglanté. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.